La liberté de la presse en République démocratique du Congo, mythe ou réalité, messieurs et dames, une question importantissime qui mérite d'être posée. Vous avez vu cette vidéo qui a fait la une sur la toile concernant l'arrestation du journaliste Patrick Lukala qui a été arrêté comme un chien, traumatisant même sa famille. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui au moment où le ministre de la Justice, Constant Mutamba, avait fait des promesses concernant les conditions même en ce qui concerne les arrestations dans notre pays, qui depuis un moment, on assiste à un caractère populiste ou à un impressionnisme où à chaque fois qu'on doit arrêter quelqu'un, il faut qu'on puisse les filmer et puis publier sa vidéo sur les réseaux sociaux. Cette manière de faire les choses, à quand ça va terminer? On en parle dans cette émission, mais aussi on va revenir. Vous savez que le président Tshisekedi, après les États-Unis, l'Hongrie, il est allé du côté de la France où il y avait ces sommets-là de la francophonie en présence de plusieurs chefs d'État francophones. Paul Kagame, le Rwanda aussi, était là. Vous avez suivi la réaction du président congolais, vous avez suivi les discours tenus par le président français Emmanuel Macron, surtout en ce qui concerne l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Est-ce que un tel acte qui signifie que la RDC aujourd'hui devant le Rwanda, le gouvernement congolais n'arrive pas à convaincre le monde pour bien signifier ce que Paul Kagame est en train de faire vis-à-vis des peuples congolais, une position de faiblesse, ou encore peut-on continuer à parler de cette diplomatie agissante comme certaines personnes sont en train de penser chaque jour qui passe, des questions importantissimes. Libre opinion, messieurs et dames, bonsoir, vous nous suivez de partout. Bienvenue à toutes et à tous. Vous avez compris, il ne s'agit pas de Nono ou encore de Nathan à la présentation, mais plutôt de moi. Si ça donne ça, ça veut dire qu'on a un invité importantissime, un invité spécial que vous connaissez très bien pour cette libre opinion. Il est chercheur en droit, on l'appelle souvent le recteur parce qu'il est le recteur. Il encadre beaucoup de jeunes aujourd'hui dans sa philosophie, surtout vis-à-vis de ses ambitions politiques. Vous savez, il est candidat président aux élections de 2028, même si beaucoup disent des choses, tout ça. Dans la vie, il faut toujours avoir des ambitions. Et puis les ambitions, il n'y a que des intellos, des gens qui ont de la sagesse, qui ont des ambitions. Louis-France Kouzekissa Totila, le recteur, le directeur général de votre chaîne, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme, CML13 Télévision. Bonsoir. Bonsoir, Daniel Roland Lai. C'est pour la première fois qu'on va avoir une interaction politique ici. C'est pour la première fois, vous et moi, on va avoir ces temps d'échange à deux. J'ai entendu dans votre introduction dire, il y a des gens qui disent, mais écoutez, les gens ils disent toujours, quoi que vous fassiez, moi je suis chrétien, je connais les critiques que les gens ont eues de Jésus-Christ qu'on adore comme Dieu aujourd'hui. Je connais des critiques que les gens ont même des doutes méthodiques, il y a ce qu'on appelle les doutes méthodiques sur le Dieu créateur. Alors Louis-France Kouzekissa, enfin, il faut que les gens disent, ça c'est tout à fait évident. Et comme démocrate, comme républicain, je n'en veux à personne de les dire. Mais tout ce que je rassure aux Congolais, c'est que quand vous devez recenser le nombre de comédiens qu'il y a au Congo sur une liste, nombre de comédiens, il ne se trouve pas un comédien congolais qui s'appelle Kouzekissa Ntotila Louis-France. Ça n'existait pas. Et par précédent, il n'existe pas un seul gag, comme on aime le dire ici chez nous, de comédies qui auraient été produits par moi dans une ou telle autre circonstance. Je suis un homme très sérieux, d'abord avec moi-même, très sérieux avec mes actes et très sérieux avec ce que je fais. Je suis convaincu que j'ai le salut de 84 millions, enfin aujourd'hui 100 millions de Congolais entre mes mains, parce que M. Roland Lai, j'ai une offre politique. Des questions de religion, des questions spirituelles sont différentes des questions politiques, des questions politologiques, des questions de gouvernance. Dans la religion, c'est une question de foi. Vous allez dire à quelqu'un, je sais que demain il y aura un miracle. Je sais que Dieu fera demain. Et comme chrétien, je suis soumis à ce qu'on appelle la foi,
comme une prière par excellence. Mais dans la gouvernance, dans la politologie, dans la gestion du pays, il s'agit de principes, d'énoncés. Il s'agit de théories. Il s'agit des règles. Il s'agit des normes qui organisent l'État. Soit vous les connaissez, vous les appliquez et vous gérez bien le pays. Soit vous êtes ignorant. Soit vous ne les connaissez pas, vous pataugez. Et c'est clair, c'est comme ça. La République, j'ai toujours entendu des gens qui viennent pour dire non, messe d'action de grâce pour soumettre le pays à Dieu. C'est comme si Dieu ne connaît pas le Congo. À tout seigneur, tout honneur, certainement. Dieu connaît le Congo. Dieu est le créateur. Il a créé le ciel et la terre, et sur la terre se trouve le Congo. Il connaît du premier au dernier citoyen congolais. Il connaît ce que pense son cœur. Et Dieu a donné le pouvoir à l'être humain. Il a donné l'intelligence. Ce n'est pas tout le monde qui doit devenir président, monsieur. Ce n'est pas tout le monde qui doit devenir député. Il doit y avoir des maçons. Il doit y avoir des menuisiers. Il doit y avoir des techniciens, comme G. Radjabou et Issa ce soir. Il doit y avoir des journalistes comme M. Roland Lai. Mais il ne faudra pas que M. Issa devienne journaliste et M. Roland Lai devienne technicien. C'est l'inversion de principe d'État et de gouvernance républicaine. Voilà pourquoi, ayant étudié l'État, ayant écrit sur l'État, ayant fait des recherches sur l'État, et, excusez-moi avec beaucoup de modestie, étant arrivé au maximum du savoir d'État, parce que j'écris sur la géopolitique, j'écris une thèse sur la géopolitique, c'est la sommité du savoir. Après la thèse, il n'y a rien d'autre. Ça signifie que j'ai une idée sur ce que devrait être un État. Et quand je vous dis, monsieur Daniel Rolalai, que je deviendrai président, pas un président pour commencer à danser, pas un président pour commencer à faire des voyages touristiques, un président pour gouverner la République sur base de théories, de principes, d'énoncés et de règles normatives qui devraient organiser l'État. Donc je vous dis, vous devez avoir la fierté, monsieur, de dire à qui voudrait qu'en 2028, si je suis élu, parce que cette question n'est pas une question d'absolue nécessité. Cette question n'est pas une question d'exigence absolue. C'est une question d'ambition. C'est aux Congolais de décider à qui ils voudraient donner le Congo. Mais moi, je souhaite que le Congo de demain, de 2028, il faut le confier entre les mains de quelqu'un qui a une moralité indiscutable, quelqu'un qui a un niveau intellectuel irrédoutable, quelqu'un qui a des croyances spirituelles avérées, quelqu'un qui a une expérience professionnelle de par son parcours. Il ne faudra pas qu'on vienne, entre autres, on a été dans le marketing de communication, on a soi-même été directeur de poste, il n'y a pas une clarté dans le parcours, dans le profil de celui qui devrait être le président congolais. Donc, monsieur Roland Lai, vous devez avoir la fierté, l'honneur, la dignité de dire aux Congolais que si je suis élu président de la République, je serai le meilleur président congolais. Je ne dis pas que meilleur par rapport à tous ceux qui sont passés, mais à mon niveau, je ferai le mieux pour que le Congo de demain soit plus meilleur que celui d'aujourd'hui. Et ça, vous devez en être convaincu. Alors, Louis France, ce n'est pas la thématique de cette émission, mais je dois quand même poser cette question par rapport à ce que les gens disent. On dit, vous êtes trop ambitieux, vous sautez les lignes, au lieu que vous puissiez d'abord commencer par la députation nationale, vous directement à la présidence, c'est gravissime et puis grandissime. Je le disais tantôt, il n'y a pas d'ambition équilibrée. Le même genre, aujourd'hui, si je dis je veux devenir bourgmestre, ils diront je rêve tôt. C'est trop bas. C'est trop petit. J'ai dit je suis candidat président, c'est trop grand. Et il faut que les gens le disent. Et c'est normal et c'est logique. Député national, qu'est-ce que je ferai dans un régime pervers, dans un régime putréfié, dans un régime sans ligne, sans politique de gouvernance rationnelle? Qu'est-ce que je ferai? Aujourd'hui, vous pouvez faire de moi président de l'Assemblée nationale. Je ne ferai rien, monsieur. Dès lors que chaque soir, je dois prendre mon agenda
mes téléphones pour aller soumettre des questions parlementaires au président de la République. Lui qui n'a jamais été un député, qui n'a jamais été sénateur, qui n'a jamais été président de l'Assemblée nationale ni du Sénat, il doit me dicter la ligne. En effet, monsieur, si vous me nommez Premier ministre, chaque soir, je dois aller voir le président pour lui demander quelles sont les décisions que je dois prendre. C'est à lui de me dicter. Même là où il ne connaît pas, il doit m'instruire pour que j'exécute. Je ne donnerai rien de meilleur. J'ai toujours dit, monsieur Ronlalaï, la seule personne qui est capable de changer un État, c'est s'appelle président de la République et chef de l'État. Parce qu'il a la sommité de décision. De la même manière qu'il prend des décisions pour que les choses marchent, de la même manière, au contraire, il peut prendre des décisions pour que les choses ne marchent pas. Il est le seul qui peut décider que ceci soit à sa place, comme celle-ci ne soit pas à sa place. Et moi, mon ambition, c'est de changer le Congo. Et la seule fonction d'État qui puisse m'aider à changer le Congo, c'est la fonction du chef de l'État. En dehors de ces fonctions, je ne vois pas une autre fonction qui puisse me permettre à présenter une offre politique, une expertise aux Congolais de devenir président. Ça n'existe pas. Vous nommez ministre de l'Intérieur, je vais prendre une décision contre la maman, la grande sœur, le petit frère, la cousine du président. Il va m'interpeller. Il n'y a pas que le président, tu sais ce qu'il dit. Quiconque deviendrait président, il ferait pareil. Vous êtes président, je suis votre ministre, je dois faire recours à vos exigences, à vos directives. Même quand vous avez des limites, monsieur, vous devez m'instruire. Je dois exécuter. Et moi, je suis en difficulté absolue, monsieur Roland Lai, d'exécuter des mauvaises décisions. Par conséquent, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle crise institutionnelle. Or, toute crise institutionnelle expose les acteurs soit à des questions politico-sécuritaires, soit à des questions sociologiques. C'est-à-dire, on va vous exposer au mépris public, ou encore, on va vous arrêter. Entre l'un des cas et l'autre, moi, je souhaite devenir président qui imprimente une vision de gouvernance que tout le monde doit exécuter. Si à 5 ans, le Congolais pense que je ne peux pas, je ne le mérite pas, monsieur, à la première législature, dès que j'organise les élections, je me retire de la course. Et je pense que je serai le modèle d'Afrique. Parce que l'Afrique a un problème de modèles. Le peu de modèles qu'il y a sont les plus combattus. L'Afrique a un problème de moralité. L'Afrique a un problème de dignité. L'Afrique a un problème de gourmandise. L'Afrique a un problème d'intempérance. Dès que quelqu'un est en fonction, la première des choses, il doit construire des maisons. En Italie, en France, aux États-Unis, en Belgique. Il doit avoir de belles voitures. Il faut qu'il commence à vous impressionner. Il doit avoir 40 militaires aux côtés de lui. Il doit venir dès qu'il gare. Vous devez savoir que c'est lui. Il doit être chanté par les musiciens. Vous avez vu, même le président Tshisekedi qui n'est jamais chanté par les musiciens, aussitôt devenu président, c'est le plus chanté à ce jour. Je suis président de la République. On ne me chante pas par les musiciens. On me chante par les Congolais. Par les actes. Il faut donner de l'eau, de l'électricité, des routes. Il faut interconnecter les provinces. Vous quittez Lubumbashi, vous allez à Goma, vous allez à Wembonyama, vous allez à Kindu, vous allez à Kikwit, vous allez à Païkongila, chez moi dans les Grands Massimanimba. Je salue toute la population de Païkongila qui me suivent en ce moment. Toute la population de l'espace Kwilu qui me suivent en ce moment. Vous quittez Kwilu, vous allez à Matadi, Boma, Mwanda. Vous faites le tour de la province sans prendre un avion. Vous roulez. Si en Europe, vous quittez un pays à un autre, il faut aller par route. Pourquoi chez nous, pour quitter une province à une autre, il faut aller par avion? Et en plus, il faut aller par Éthiopie. Vous prenez un avion international qui vous amène à un aéroport international pour vous ramener dans votre pays. Est-ce que vous comprenez la bêtise, monsieur? Est-ce que vous imaginez la gravité de la situation? Et ça, personne n'en fait allusion. Donc, pour aller à Goma, vous devez prendre Éthiopienne, vous allez à Addis Abeba. D'Addis Abeba, vous allez à Goma. En effet, monsieur, même si vous pouvez vous dire que vous êtes le plus patriote de tous les Congolais à de tels actes, je pense que nous sommes le premier État au monde dont les citoyens, pour aller dans les provinces, doivent aller d'abord dans les autres États et revenir dans leurs provinces. Le premier État au monde. Et je pense que ça devrait être une honte pour le président Tshisekedi. N'ayant pas une honte, je pense qu'en 2028, les Congolais vont décider, de toute façon, il est à la fin de son mandat, on va remplacer par un autre Congolais qui a la capacité de prendre des initiatives qui permettent aux Congolais de prendre l'avion ici à Goma, de prendre la voiture ici à Goma.
Honte pour le président Tshisekedi, bien sûr, et oui. Sous Félix Tshisekedi, Louis France, très tôt matin, on voit sur la toile une vidéo, on arrête Patrick Lokala, un journaliste, avec vraiment une brutalité tellement énorme, traumatisant même sa famille, alors que ce sont des choses qui à l'époque, beaucoup des gens déploraient sous Kabila, mais sous Tshisekedi, dit statico, que pense Louis France de cette arrestation de Patrick Lokala. Patrick Lokala, c'est un ami, c'est un frère. Pour moi, je venais de le voir et tout à l'heure, je vais encore repartir. Je crois avant de partir à la maison, je vais aller le voir. Il va très bien. Il va très très bien, il est très requinqué. Il a le moral très haut. Et le Lokala se comporte en Moutetela respectueux. Un Moutetela, vous savez que le mal distinctif d'un Moutetela, c'est la capacité de résister aux problèmes et d'en être beaucoup plus vigoureux. Je pense que les enfants de Lokala avaient inhalé la gaz lacrymogène. Je les ai vus. On a refusé. C'est moi qui ai interdit de diffuser ces vidéos-là pour protéger les enfants. Et j'ai eu accès au dossier. Mais je voudrais regarder le monsieur qu'on appelle Loussa Kweno. Comme c'est de lui qu'il s'agit. Je vais quand même parler de lui pour la première fois. J'ai vu pendant les élections de l'INPC il s'était rétracté pour avoir été français. C'est des informations qu'il lui-même a publiées. Tant mieux pour les conséquences qu'il va tirer. Monsieur, vous avez été avec l'ancien président Joseph Kabila. Vous avez vu ce que Joseph Kabila a vécu, passez cette petite pathologie du reste permise pendant 18 ans. Qui êtes-vous, monsieur? Parce que je ne savais pas que vous étiez aussi devenu un homme fort en ce moment. Je ne savais pas que vous étiez recensé parmi les hommes puissants du régime. Mais vous vous trompez, monsieur. Tu ne sauras pas rebondir à chaque régime. Si tu as réussi à rebondir de Kabila à Tshisekedi, tu ne sauras pas rebondir de Tshisekedi à quelqu'un d'autre. Tout ce qu'on te demande, c'est de te revêtir de la modestie, du respect, de la courtoisie. Parce que quand nous nous battions dans ces pays, toi tu étais en France, monsieur. Nous sommes battus pour la démocratie de ces pays. Le cas que tu as fait arrêter là a mené un combat pour que toi tu viennes installer ta radio là-bas, des 1000 collines, et commencer à raconter des choses parce qu'il y a des gens qui se sont battus. Des gens qui ont eu des risques, des gens qui ont inhalé des gaz, et des gens qui ont résisté, et des gens qui ont mené un combat idéal pour les peuples. Vous ne pouvez pas venir avec légèreté, parce que vous avez un contact d'un magistrat, un contact d'un procureur, et vous vous sentez... Vous n'êtes pas plus fort, monsieur. Plus fort. Plus fort, c'est Dieu. C'est Dieu qui est plus fort. Même s'il avait dit que monsieur avait retiré sa plainte, mais le monsieur n'a jamais formellement retiré sa plainte. Parce que c'est une plainte qui a été déposée. Cette plainte ne pouvait pas être retirée sur base d'un tweet. Je ne sais pas s'il a des notions de droit. Il devrait mettre dans sa tête qu'il faut écrire une lettre de désistement, de retrait de plainte au magistrat, instructeur, ou à l'institution judiciaire vers laquelle vous aviez déposé votre plainte. Ça, on n'en a pas pardonné à Israël Mutombo. On ne te le pardonnera pas. L'habitude de faire arrêter des confrères. Nous sommes dans une confrérie, s'il y a des problèmes, on sait les gérer. Parce qu'il avait déposé une plainte à l'INPC. Dès lors qu'une plainte est déposée à l'INPC, on n'a plus le droit d'aller en judiciaire. Mais ce n'était pas contre Lokala, il l'a déposé contre 3 journalistes, mais pourquoi c'est moi Lokala contre 3 journalistes, entre autres. C'est ce que lui il a dit, il a cité quelques noms des journalistes. Bon, dès qu'il avait déposé cette plainte-là, quels sont le mécanisme de droit quels sont les actes de droit posés pour retirer cette plainte-là, pour désister à la plainte? Aucun acte. Donc, c'est une complicité tacite. C'est une mésaventure qu'il est en train de jouer. Monsieur, Biso, Tobanga Ramtute ya wana Kishasa. Ozoka. Peut-être yo outi poto, oye awa,
Parce que déjà, nationalité, il y a un problème. Il y a français, mais français, c'est une nationalité d'acquisition. D'origine, tu es d'où? Je ne sais pas. Nous, nous respectons les gens. Donc, respecte-toi, monsieur Lusakweno. Je te regarde dans les yeux. Respecte-toi. Si tu ne te respectes pas, on va t'aider à te placer là où tu veux. Et tu ne feras rien à personne. Et alors à personne. Retiens ça. Tu ne feras rien à personne, monsieur. Donc, du respect. Si tu as des problèmes, tu sais le gérer. Soit il est à un niveau à tribunal de paix, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de résolution. Ok, là, on peut se dire, j'avais porté plainte. Ça n'avait pas marché au niveau du tribunal de paix. Je suis allé en judiciaire. Mais au niveau du tribunal de paix, tu avais retiré ta plainte. Pourquoi n'avoir pas retiré au niveau judiciaire? Pour faire souffrir un père de famille. Pour faire souffrir un frère. Vous devez faire un effort à la fin du mandat du président Tshisekedi d'aller avec lui en Belgique. Parce que je sais que le président est venu de la Belgique, à tout moment il peut décider d'aller se reposer en Belgique. Parce que c'est là où il a vécu pendant beaucoup d'années. Je pense que vous irez avec lui. Le Congo appartient aux Congolais. Même s'il y a une faute entre frères, on sait les gérer. Moi, je le prenais beaucoup au sérieux, Lusakweno. Je n'ai jamais parlé en lui de mal. Et je m'inscris toujours en faux de gens qui font arrêter des confrères. Parce que lui, Lusakweno a fait beaucoup de bêtises contre le cardinal Ambongo. Personne ne l'a fait arrêter. Il a raconté des bêtises là-bas. Personne ne l'a fait arrêter. Parce qu'on s'est dit, c'est un frère, il a commis une erreur, on sait le gérer. Pourquoi lui, il pense que la bonne manière de gérer les problèmes entre les confrères, c'est d'aller en justice? Le cas va bien, nous sommes en train de suivre son dossier de très près. Je pense qu'au moment opportun, quand Dieu voudra qu'il sortira, il se prononcera, il viendra ici à la libre opinion, il viendra fixer l'opinion sur d'autres détails. Je ne voudrais pas m'attarder dessus parce que c'est une question qui m'énerve quand même. Je ne voudrais pas verser dans l'émotion. Mais ce n'est pas aussi la première fois. Apparemment, vous êtes habitué à gérer ce genre de situation. Je m'en souviens à l'époque. Patrick Lokala, directeur du programme du CEMED, il a été arrêté ici de la même manière, avec beaucoup de barbarisme. L'UFRANCE, une fois encore, était présent pour lui soutenir, pour gérer ce genre de situation avec beaucoup de ténacité jusqu'à ce que... Je peux vous dévoiler un élément, monsieur Daniel Roland Laye. Je n'ai jamais fait arrêter quelqu'un, vous savez, de toute ma vie. Ouais. Jamais. Je n'ai jamais fait arrêter quelqu'un. J'ai subi beaucoup de brimades aussi de la part de gens. Je n'ai jamais fait arrêter quelqu'un. Je ne suis jamais allé en justice contre quelqu'un. Jamais. J'ai toujours considéré que la meilleure justice, c'est celle de Dieu. Qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté? Moi, je vois certaines personnes raconter des bêtises sur mon propre plateau ici. Jamais. Il faut de la hauteur. Il faut être un homme d'État. Il faut être républicain. C'est là où je vais saluer Vital Kamerhe. C'est un homme que je le cible beaucoup. Kamerhe est les rares politiciens qui ont connu le plus d'attaques politiques, mais qui n'a jamais fait arrêter un seul journaliste. Aucun journaliste n'est allé ni en prison, ni en détention par Kamerhe. Personne. Mais quand vous regardez ce que les gens disent de Kamerhe, les gens écrivent sur Kamerhe, c'est extraordinaire. Je me dis, quelque part, il faut que tous les politiciens soient comme ça. Si on vous critique, appelez la personne. Mais j'ai senti que vous m'aviez critiqué. Qu'est-ce qui se passe? Voici la version d'information, la meilleure version, monsieur. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de commencer à faire arrêter les gens. Déjà, moi, on n'a pas le droit de me faire arrêter parce que moi, je ne parle pas des individus. Jamais vous m'entendrez que tel a Ibi, tel a moi sixième, excusez-moi parce qu'on est à la télé, tel a Ibi Ndakwabatou. Je n'entre pas dans ce genre de débat. Je suis dans un débat de gouvernance d'État en tant que républicain. Mais s'il y a un petit dérapage dans le métier qui est le nôtre, contactez, vous demandez un droit de réponse. C'est basique. Si on refuse le droit de réponse, vous allez au tribunal des pairs. Si au tribunal des pairs, à l'UNPC, il n'y a pas de solution, vous allez au tribunal. Enfin, vous allez devant le cours des tribunaux. En ce moment, vous auriez vidé toutes les procédures sociologiques. Nous sommes bantous, il ne faut pas l'oublier. Bon, plein succès à Patrick Lokala, beaucoup de courage à sa famille. Je pense que les choses iront mieux. Vous avez quand même aimé cette manière de faire les choses de Constant Moutamba qui a ordonné l'interpellation de ces
des personnes qui sont allées arrêter Oui. Patrick Lokala. Mais Je suis d'accord. Je suis d'accord avec... D'ailleurs, j'étais même pour la dame Maria Toumba. Je l'ai défendue sans que je l'ai connue au préalable. Je ne la connais pas, je n'ai pas son numéro, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais j'ai trouvé que c'était une femme qui était en voie d'être descendue sans raison. Pourquoi on n'arrêterait pas quelqu'un dignement? Pourquoi on n'amènerait pas quelqu'un avec respect? C'est ça aussi les droits de l'homme. Nous sommes signataires en tant qu'État de plusieurs bases juridiques internationales qui consacrent le respect des droits de l'homme, qui imposent le respect des droits de l'homme. Je pense que je suis d'accord avec M. Moutamba, mais où en est-on avec... parce que le communiqué était immédiatement signé avec des mesures immédiates, mais où en sommes-nous, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut corriger cette manière de faire les choses. Et tout ça, ça fait partie de la jungle qui s'installe au pays. Ça fait partie de la barbarie au pays. On viendrait arrêter quiconque sans document. On te prend dans ta maison. Même les bandits peuvent venir te prendre au nom des services de l'État. Pourtant, il faut qu'il y ait la procédure. C'est une manière pour l'État aussi de se sécuriser en cas de bavure. Mais dès que l'État verse dans le bavure, dès qu'il y a d'autres acteurs, individus qui commettent des bavures, l'État ne sait pas se dédouaner parce que ça fait partie de ses modes opératoires. Et ça, c'est à déplorer. C'est tout ce que j'avais. Et je pense que beaucoup de courage à Patrick Lokala et plein succès. Ça va aller. Alors, c'est bien. On est d'équerre avec vous, Patrick Lokala. L'UFrance, on va parler de cette thématique importantissime liée au sommet de la francophonie qui a lié du 4 au 5 octobre 2024 en France, à Paris, avec le président Macron devant plusieurs présidents, chefs d'État des pays francophones, dont le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris part après avoir participé à la 74e sommet extraordinaire des Nations Unies, lui qui a fait l'Hongrie avant de débarquer du côté de la France, sur le plan fond, mais aussi forme. D'abord, l'analyse de l'UFrance concernant l'organisation de cet énième sommet de la francophonie, mais aussi en ce qui concerne la participation du président congolais, Félix Tshisekedi. Est-ce que c'était opportun? C'est une promenade touristique. Promenade touristique. Et c'est de trop. Je voudrais, à de telles questions techniques, j'aime d'abord me fonder sur le principe et le point de vue de M. Louis-France, du reste qui ne compte pas, pourrait venir après. Je voudrais faire référence à la loi sur le droit international des relations diplomatiques et consulaires. Ce droit tire origine à la Convention de Vienne. Ce droit pose le préalable, le principe et les exigences et le mode de coopération entre États et de la coopération des États avec les organisations internationales. Ce droit fixe de base sur les différentes procédures de régulation, de réglementation, mais aussi d'assouplissement des coopérations en cas de bavure. Un président de la République ne s'élève, un chef de l'État, comme je parle des relations internationales, je parle du chef de l'État, un chef de l'État ne s'élève pas un matin pour prendre part à une assise internationale ou aux assises internationales sans au préalable définir l'agenda du travail, sans au préalable définir la thématique technique, sans au préalable définir les contenus de son discours. D'abord, tout part d'une question aussi cruciale pour notre pays, excusez-moi de le dire, je n'avais pas prévu de le dire, c'est une question de légitimité. La légitimité au niveau national est définie comme acceptation démographique populaire ou acceptation sociologique, populaire
et démographique, démographiquement populaire. C'est-à-dire à partir du moment où le chef de l'État et les institutions de la République sont acceptés de par leur accession au pouvoir et leur mode d'exercice des pouvoirs, parce que pour qu'il y ait légitimité, il y a deux éléments qui entrent en ligne de compte. Lesquels? Le premier élément, c'est l'accession au pouvoir. Le mode d'accession au pouvoir peut attribuer le pouvoir aux animateurs d'institutions d'être légitimes vis-à-vis des peuples. Le deuxième élément qui entre en ligne de compte dans la légitimité, c'est le mode d'exercice des pouvoirs politiques. La manière d'exercer les pouvoirs politiques peut faire de vous des institutions ou des animateurs d'institutions légitimes. Le troisième élément que je voudrais faire intervenir en passant, c'est le départ du pouvoir. Votre manière de partir du pouvoir peut faire de vous un homme légitime. Le contraire est valable. Si l'accession au pouvoir, le mode d'exercice du pouvoir et le départ du pouvoir ne sont pas encadrés par des mécanismes juridico-constitutionnels qui régissent le pays, vous ne pouvez pas parler de la légitimité. Mais la légitimité internationale, elle, prend pour origine la légitimité nationale. Parce que quand il n'y a pas légitimité nationale, il n'y aura pas légitimité internationale. La légitimité internationale est reconnue ici comme l'acceptation internationale du pouvoir politique d'un État. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Par qui? Parce que M. Macron n'a pas le pouvoir de doter de la légitimité à un État. M. Macron, quand il faut parler de l'égalité juridique des États au niveau international, c'est que le président, le chef d'État et les États s'équivalent. La France équivaut au Congo, le Congo équivaut aux États-Unis, l'Afrique équivalent en Europe. Sur le plan de la considération juridique internationale des États et sur le plan du principe d'égalité juridique des États. Mais quand est-ce qu'un État est accepté de par sa légitimité nationale au niveau international? C'est par des organisations internationales. Mais lorsque ces organisations internationales, un État n'a pas un pouvoir d'opinion sur, c'est le premier indicateur qui fait que cet État n'est pas légitime au niveau international. Lorsque vous n'avez pas une parole. Deux, lorsque vous subissez toutes les décisions sans au préalable participer aux grandes décisions qui se prennent sur les sorts des États. Je vous pose la question, comme je n'en ai pas les droits, monsieur Daniel Roland-Laye. Qu'est-ce que le président Tshisekedi savait des assises de l'OIF? Je ne sais pas moi, certainement. Il s'est réveillé un matin, monsieur le président de la République s'est réveillé un matin. Je le salue en passant. Il débarque, il arrive, il prépare un discours, et un discours qui a été étouffé. Un discours étouffé. Étouffé. Pourquoi? Parce que il y a un problème de légitimité nationale au niveau international. Ça, c'est un. De deux. Le troisième élément qui symbolise, qui cristallise, je voulais le dire comme ça, la légitimité nationale d'un État au niveau international, c'est aussi les comportements des animateurs. Quand je parle de comportement, je prends en compte, excusez-moi, avec beaucoup de modestie, la moralité, la constitutionnalisation de lois et des actes ayant force de loi, la constitutionnalisation des actes administratifs de l'État, mais aussi la moralisation des actes et la crédibilité des institutions de la République. Je vous donne maintenant, je vous fonde un élément flagrant. Que représente notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vis-à-vis d'un président, de tout le président africain? Quelle est la perception des organisations internationales vis-à-vis de notre chef de l'État, vis-à-vis des autres chefs d'État, d'Afrique comme du monde? À partir du moment où le Congolais reproche à leur président, 1. Violation intentionnelle et répétée des lois du pays,
2. On reproche au président violation intentionnelle et répétée des droits de l'homme. 3. On reproche le président de la République la gestion opaque de la République qui est concentrée à sa seule famille. 4. Et toutes ces accusations qui sont portées au niveau national ici ont pour effet corollaire les humiliations au niveau international. Et quand vous regardez tous les chefs d'État acceptés au niveau de leurs États, sont très acceptés au niveau international. Même le petit monsieur là d'hier, monsieur Kagame, que vous appelez Kagame là, il est très accepté au niveau international parce qu'il a pu imposer la légitimité au niveau national. Alors, 3. Quel est le travail, monsieur Daniel Ronalai? Je n'ai pas besoin d'être conseiller du président de la République, je n'en ai pas en vue et je n'en ai même pas l'intention ni l'ambition. Au nom de l'intérêt général, sans vous demander de je n'irai pas, je peux vous donner ma parole à la télévision, je n'irai pas. Pour le bien du pays. Je ne peux pas aller et je vous donne ma parole parce que moi je suis un homme de valeur. Mais je vais quand même assouplir les raisonnements parce que ce n'est pas un raisonnement mécanique. Quel est le travail technique? Quelle est la documentation technique qui est fournie au président de la République chaque matin sur des questions d'enjeux géostratégiques et géopolitiques internationaux? Il a des conseillers, certainement c'est travail. Déjà, je n'ai jamais entendu le président de la République parce qu'il n'est pas internationaliste. Mais il doit compter sur son cabinet et sur ses conseillers. Pléthoriques venus de l'Europe, de milliers très ambiants de Bruxelles, Paris, Allemagne, Manchin. Je ne les en veux pas. Je n'ai jamais entendu le président de la République aborder la question d'enjeux géopolitiques avec les fonds. Pourtant, nous, le problème que nous avons au Congo, c'est un problème géopolitique, essentiellement géopolitique. Et la géopolitique devrait être un cours accéléré, assimilable à tous les membres du gouvernement. Posez la question aujourd'hui, quel membre du gouvernement a une idée sur la géopolitique aujourd'hui? Pourtant, si la Russie est appelée Russie aujourd'hui, c'est la géopolitique, c'est la géostratégie. Ce qui rend les États forts. Je n'ai jamais entendu, pendant les conseils des ministres et pendant les comptes rendus du gouvernement, une question technique sur la géopolitique et la géostratégie. Ça n'existe pas. Mais vous envoyez, vous laissez le président de la République chercher à prendre la parole pour se comporter en militant d'un parti politique. Le chef de l'État ne prend pas la parole comme tous les militants des partis politiques, monsieur. Les militants des partis politiques fustigent le comportement. Je condamne, monsieur Kagame, je condamne le Rwanda. Ça, c'est un comportement militantiste. Un chef de l'État, il aborde la question des fonds. Il aborde 1, les enjeux. 2, le jeu. 3, le système géopolitique. Il a fait à la tribune des Nations Unies. Non, le président a fustigé l'indifférence de la communauté internationale. D'abord, je voulais le dire avec toute honte but. Il n'existe pas, parce que le chef de l'État est la première symbolique de l'État, monsieur. Il n'existe pas un concept en droit international public, comme en relations internationales, parce que je suis qualifié, qu'on appelle communauté internationale. Ça n'existe pas. Ah bon? La communauté internationale est une fiction juridique, est une fiction de droit, est une imagination. Quel est le siège de la communauté internationale? Ça existe où? Quand on parle souvent de la communauté internationale, c'est qui le président de la Nations Unies? C'est qui le président de la communauté internationale? C'est où le siège? Quels sont les États membres de la communauté internationale? Le siège, c'est aux États-Unis. Et vous laissez le président de la République prendre la parole pour dire: je décris, je dénonce l'indifférence de la communauté internationale vis-à-vis de la situation du pays. Mais non. Et tout le monde s'en moque. Il s'agit de l'horizon régulateur de droit. C'est ce qu'on appelle l'organisation internationale. Pour le cas qui est le nôtre, on appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies. Point. L'organisation internationale. Il n'existe pas une communauté internationale. La communauté internationale est un concept que vous retrouvez
dans le concept de la politique internationale, c'est le vivre ensemble des États. Le fait pour les États de souscrire à des bases juridiques internationales qui consacrent, par exemple, la paix, la sécurité internationale, le droit de l'homme, et donc tous les États doivent se conformer. On peut appeler ça communauté internationale dans le cadre de collaboration entre États au niveau international. Le vivre ensemble, l'harmonie. Mais ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une institution. Ce n'est ni institution, ni organisation. Il s'agit d'une fiction de droit qui n'est dotée ni d'un mécanisme de droit, ni d'une régulation, ni d'une réglementation, encore moins d'une répression, d'une contraignance. Vous ne pouvez pas, je suis conseiller du président, je ne les laisse pas aller rebobiner des choses comme ça. Parce qu'il s'agit de l'image de l'État. Toi, pour terminer, Monsieur Daniel Roland-Laye, le pays a consacré toute sa vie maintenant à l'immoralité. Je ne parle plus de l'immoralité, je parle de l'immoralisation collective. Tout le monde se consacre à sa famille, à son ventre, à sa femme, à ses copines. Et personne ne regarde le sort du peuple congolais d'ici 50 ans. Parce qu'un État, dès qu'il est géré, il est géré sur base des piliers perspectifs. Que devient Kinshasa ici dans 30 ans? Parce qu'aujourd'hui, déjà pour circuler, il faut attendre 23 heures. Mais que devient Kinshasa dans 5, 10, 15, 20, 30 ans? Est-ce que nous saurons encore circuler? Quelle est la politique publique mise en place pour préparer un Kinshasa dans 30, 40 ans? Monsieur Daniel Roland-Laye, nous devons aider le président à laisser reposer. Il a donné le meilleur qu'il avait de lui. Nous devons le laisser à laisser reposer et donner le Congo à quelqu'un qui est capable de booster, de faire du Congo une Russie, de faire du Congo une Chine, de faire du Congo des États-Unis d'Amérique, de faire du Congo la France. Nous sommes capables. Ça là, ce que nous vivons, il s'agit d'un groupuscule d'individus érigés en sous-État, avec une seule mission, le gangstérisme politique. Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui se promènent avec 17 gardes républicaines juste pour aller manger au restaurant. Bon Dieu! Bon Dieu! 17 gardes républicaines. Un jour, excusez-moi, je suis invité à faire l'exposition à l'hôtel Hilton. Je trouve des barrières. L'hôtel est barricadé de partout. Je baisse des glaces. Évidemment, les militaires, ils me reconnaissent. Mais monsieur Louis-France, vous allez où? Je dis, j'ai une conférence. Il dit, oui, ben, l'entrée est interdite. Je dis, mais non. Je n'ai pas le droit de discuter avec vous. C'est un ordre que vous avez reçu. Mais je veux que nous puissions réfléchir. Vous pensez que c'est rationnel? Parce qu'il y a des gens qui sont logés ici. Il y a des gens qui doivent manger. Il y a des gens qui doivent acheter les médicaments. Il y a des pharmacies ici. Il y a des gens qui doivent s'en procurer beaucoup de choses. Vous avez bloqué parce que le président public va venir. Vous pensez que ça peut être rationnel? Et ce président, il vient du peuple. Parce que Félix Tshisekedi est venu de l'opposition. Il est venu de la marche. Il est venu des différentes marches de l'opposition. Vous pensez que ça peut être possible? Oui, vous avez raison, monsieur Louis-France. Mais nous sommes un service d'exécution. Mais on vous accorde une dérogation. Je les ai remerciés. Je les remercie encore une fois parce qu'il y a toujours des militaires qui ont une moralité dans notre pays. Il y a des militaires disciplinés. Nous avons des officiers qui craignent les lois du pays et qui font toutes choses à juste titre, bien qu'il y a des dérapages, il y a toujours de brebis galeuses. Je suis passé et à mon introduction de la conférence, j'ai commencé par ça. J'ai évoqué ça comme un aléa pour le pays. Et finalement, excusez-moi, je vais quand même le dire, en sortant dans le couloir, j'ai croisé le président. Et jusqu'au couloir, l'hôtel était envahi de militaires. Je me suis juste échappé. J'ai dit, bon, écoutez, il faut éviter que... Même si... Vous êtes échappé. Non, mais j'ai évité.
Je suis rentré à la salle de conférence jusqu'à ce qu'il ait passé. Sûrement, s'il m'avait vu, c'est quelqu'un de courtois, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a le sens, ça, c'est un côté que je peux reconnaître. Il a un sens de respect, tu vois, entre les gens. C'est quelqu'un de quand même... Il n'est pas respectueux vis-à-vis des lois du pays, mais il est très respectueux vis-à-vis de relations avec les gens. Voilà, il est bien élevé. Le président est très bien élevé de ce côté-là. Il a quand même du respect pour les gens. Alors, bon, mais je me suis dit, bon, écoutez, il se promène toujours avec des gangs autour. On ne sait jamais, bon, qui va te régler un compte, à quel moment. Il faut éviter des humiliations. Je suis rentré. Et puis, voilà. Donc, c'était des questions techniques qu'il fallait soulever pour qu'on aboutisse maintenant à ce qu'on a appelé une humiliation d'État. Le président n'a pas quitté les assises, mais il a été humilié et se sentant humilié, il a usé de la posture d'homme. Mais en soi, il sait au fond de lui qu'il n'a pas de légitimité au niveau international comme au niveau national et il doit se battre pour les 3 dernières années qui restent avant son départ. Sinon, il doit aussi regarder son avenir politique. Alors aujourd'hui, on parle des discours répétitifs de Félix Tshisekedi, que ce soit au niveau de l'ONU, à la tribune des Nations Unies, que ce soit au niveau de ces sommets de la francophonie. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on affirmer que Félix Tshisekedi, c'est un président qui manque certainement des arguments pour convaincre, même si on continue de parler non, pas des arguments. Diplomatie excusez-moi, agissante, mais sur le terrain, il n'y a pas des effets. Daniel Roland-Lai, je ne voudrais pas parler des arguments parce que le président n'est pas savant. Bien que lui-même n'a pas un domaine de prédilection sur lequel il devrait se concentrer, parce qu'un président économiste se concentre sur l'économie du pays, un président juriste se concentre sur les réformes de droit, les réformes judiciaires et juridiques. Quand je parle de juridique, ce sont des lois. Quand je parle de judiciaire, je parle des institutions, des lois qui encadrent les institutions. Mais le président a dit qu'il a fait le marketing des communications. Ce n'est ni un domaine, ni une discipline scientifique. Mais je ne compte pas sur les arguments du président, parce que le président ne peut pas tout connaître. Le président, il compte sur les collaborateurs. Mais je pose la question, quel est le critère pour le président Tshisekedi de se faire des collaborateurs? Moi, je n'ai pas besoin d'être un collaborateur, pas du tout. Il ne faut pas que les gens me prêtent des intentions que je n'ai pas du tout. Je l'ai toujours dit depuis le début du mandat que moi, le président a 10 ans au pouvoir, moi j'ai 10 ans à la résistance et à l'opposition. Mais une opposition respectueuse, une opposition de respect, une opposition où je ne viens pas pour dire Tshisekedi wana, Azaboye, non. Une opposition réfléchie, une opposition scientifique. Je soulève des questions. De l'autre côté, on soulève des questions, on fait les débats. Je ne viens pas ici pour injurier qui que ce soit. Pas du tout, ce n'est jamais mon intention. Mais le président Tshisekedi ne peut pas, en soi, vraiment s'il faut revenir dans les cas, dans la norme de la chose, il ne peut pas être le président congolais. Ah bon? Il n'a pas le profil. Et les Congolais se sont trompés. C'est vraiment les Congolais qui l'avaient, parce qu'en 2018, c'est Martin Fayulu qui a été élu président de la République. Ça, il faut le faire remarquer à l'opinion. Bon, en 2023, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais bon, en 2023, c'était aussi... On a dit que Moïse Katumbi qui a été élu. On a bombardé 72%. Mais bon, je ne compte pas sur les arguments du président. Je compte sur les cabinets du président. Je compte sur les conseillers du président. Je compte sur la présidence de la République, qui est toute une institution, un organe qui est capable d'avoir des techniciens, des stratèges, des laborantins pour produire des notes techniques adoptées au président pour soutenir d'un argument fort. À partir du moment où le président n'a pas des arguments solides, donc le cabinet est aussi faillible. Faillible, là, on dit toujours qu'il n'y a pas des mauvais troupes, il y a que des mauvais troupes. Non, lui-même est un problème. Lui-même en soi, c'est un problème. Et il est entouré de problèmes. Donc, d'où viennent les problèmes? Les problèmes viennent à tous les niveaux. Et ce comportement de ses collaborateurs, est-ce que peut-on qualifier ça de l'incompétence? Non, ce n'est pas de l'incompétence, c'est de l'ignorance. De l'ignorance. Parce que la compétence et l'ignorance se diffèrent à quel niveau? Un incompétent peut avoir étudié un domaine, mais incapable d'appliquer. OK? Mais un ignorant est celui qui n'a ni étudié, ni appris, et incapable d'appliquer. C'est une question d'ignorance, tout simplement. Quand on parlait de l'incompétence, c'est comme si on avait étudié ça et on est incapable d'appliquer. Mais non.
Alors, le François, on va prendre tic au tac bientôt, mais j'ai une question. Oui. Quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, Daniel, les jours où vous allez voir avec les DG, posez-vous la question. Comment l'UFrance peut-il définir le leadership? Qu'est-ce qu'un leader pour l'UFrance? Est-ce qu'au Congo aujourd'hui, peut-on dire que nous avons des leaders? C'est une belle question. Je vais définir le leadership parce que aujourd'hui, je suis inscrit au Master 3 à l'UNPC en leadership. Vous avez toujours cette envie-là d'apprendre. J'apprends toujours. Ça, c'est bien. Et je voudrais dire merci au professeur Matata. C'est lui qui m'a boosté, qui m'a encouragé de m'inscrire à l'UNPC pour un master en leadership. Excusez-moi de vous le dire en amont parce que je n'ai pas encore commencé les enseignements. Sûrement dans 2-3 jours ici, les enseignements vont commencer. Je suis resté... j'ai suivi plusieurs fois la conférence du professeur Matata, qui aujourd'hui est très distingué dans son leadership, comme enseignant du leadership, mais avec un leadership aussi qui est palpable. Mais je vais définir le leadership à ma manière d'abord, parce que les scientifiques sont en train de tout faire aujourd'hui pour avoir une définition rationnelle et consensuelle du leadership. Et faire du leadership une science. Parce que chacun a un sens, a un contenu qu'il dote au leadership, au concept de leadership. Mais je pense que le leadership devrait être la capacité de résoudre les problèmes. Les problèmes surtout des autres. Et ces problèmes soient résolus de la manière la plus acceptable de la majorité. Vous ne pouvez pas être un leader et incapable de résoudre les problèmes de vos prochains. Parce que le leadership, la définition, comment on appelle, médiévale de leadership était le fait de drainer les gens. Mais aujourd'hui, avec l'argent, on peut drainer les gens. Avec un discours, on peut drainer les gens, même quand ce discours-là, on n'en est pas convaincu. Le leadership dans le cadre de la gouvernance d'État devrait être la capacité de changer les gens et de résoudre les problèmes des gens. Mais au pays, nous avons des leaders, mais malheureusement qui n'ont pas de responsabilités politiques. Comme Fayulu, c'est un leader. Si demain il a des fonctions, il peut devenir un leader. Matata Ponyo, c'est un leader. Pascal Niembo, parce que j'ai été aux côtés de Pascal Niembo, je suis aux côtés de Pascal Niembo, je suis resté directeur de cabinet de Pascal Niembo. C'est un leader. C'est vraiment un leader rationnel et un leader au vrai sens. Parce qu'il y a le leadership que vous étudiez à l'école et un leadership né. Et moi, je pense que le meilleur leadership est celui de naissance. Joseph Kabila, c'est un leader. Etienne Tshisekedi, paix à son âme, c'est un leader. Moïse Katumbi, c'est un leader. Parce que chacun, je pars de l'image que j'ai de lui. Je peux me tromper, excusez-moi. Mais je sais que Katumbi, gouverneur à l'époque, j'ai vu le résultat. J'ai vu ce que Katanga était devenu. Pascal Niembo, DG du CEC, j'ai vu le résultat. Les gens sont partis de 28 mois d'arriérés jusqu'à vider les arriérés de salaire. J'ai vu un Matata qui a transformé la primature de la République démocratique du Congo et qui a fait de la rigueur et de la stabilité macroéconomique, je veux dire, une option. Je peux me tromper. Je n'ai pas besoin d'influencer l'opinion de quiconque. Chacun de nous peut avoir une opinion. Je réponds à une question. Martin Fayulu, aujourd'hui, c'est l'une des figures imagées du respect, de l'honneur et de la dignité de la politique congolaise. Quiconque reste aux côtés de Fayulu, personne n'est insulte.
Parce qu'il s'est battu pour vivre dans la dignité, dans l'honneur. Et ça manque à beaucoup de Congolais. D'oublier le luxe pour vivre dans la dignité. Bon, résoudre les problèmes parce qu'il n'a pas encore géré, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Espérons que demain, s'il aura des responsabilités, on va les juger. Et je serai le premier à émettre les points de vue. Qui encore? Je pense que je me suis arrêté là. Dernière question avant tous. Sauf que je peux me tromper. Chacun de nous doit avoir sa lecture propre. Hein. Je ne me dis pas baromètre sur comment je mesure les gens. C'est une opinion subjective. Excusez-moi. Tikotak, avant tous, toutes les personnes que vous venez de citer comme des leaders, est-ce qu'elles sont leaders parce qu'elles inspirent ou bien invitent, ou bien elles sont leaders parce qu'elles exploitent leur pouvoir pour prendre la session sur les autres? Le meilleur pouvoir est celui qui est au service du peuple, au service des autres. Je suis directeur général de SML13. Vous ne pouvez pas me dire, monsieur Daniel Roland Lai, que je suis payé à $1000 et vous, monsieur Daniel, vous êtes payé à 50 ou $100. Mais non, je ne suis pas leader. Je suis égoïste. Un leader ne peut pas être égoïste. Un leader tient toujours compte de la vie des autres. Et si vous êtes leader, aux côtés de vous, j'ai toujours dit, il ne faut pas qu'il y ait, dans le travail que nous faisons ensemble, un grand écart entre les gouvernants et les gouvernés. Il faut qu'il y ait quand même un équilibre. Si le président peut avoir 80 véhicules de suite, mais qu'un Congolais ne trouve pas un véhicule comme un moyen, un luxe, que ce soit un moyen de déplacement. Si le président est capable de prendre du champagne, que tout Congolais soit en mesure de prendre de l'eau. Si le président est capable de manger le tibelabela, ou le matamba, ou le truc, que tout Congolais soit aussi en mesure de manger les mikungu de chez moi. Qu'il n'y ait pas un grand écart, qu'il y a des gens qui meurent de faim et d'autres qui mangent à leur faim. Je pense que ce n'est pas ça aussi être leader. Votre conclusion, France, avant de prendre le Tikotak? La conclusion a toujours été la même, c'est de faire du Congo un jardin botanique où toutes les plantes auront la même chance d'être arrosées, et non de faire du Congo une jungle où tous les gros arbres s'accapareront de toutes les eaux de pluie. Du président de la République, chef de l'État congolais, que je serai jusqu'à la populace, donc les derniers peuples de chez moi à Païkongila, bénéficieront de mêmes droits, des mêmes privilèges, de mêmes prérogatives et de mêmes avantages vis-à-vis de l'État. Et l'État sera un cadre idéal qui donnera les conditions de vie à tout Congolais, de n'importe quel bord, de n'importe quelle province, de n'importe quelle tribu, de n'importe quelle ville de la République. Et ça, je me battrai. Et si un jour j'ai des responsabilités d'État, je voudrais que les gens reviennent toujours sur ce que j'ai toujours dit, parce qu'il y a possibilité de m'opposer mes arguments, mais j'estime à la vie qui est le mien, c'est que je me mesure, je serai capable de transformer les Congos. Et je félicite tous les Congolais qui ont eu la chance de nous suivre. Je bénis le Congo, je bénis les Congolais, et je rassure que le meilleur Congo reste à venir. Nous vous bénissons aussi. Merci. Tikotak, Isakaza catholique. Louis-France Kouzekissa face à la caméra. Vrai ou faux, au que dans la normalité des choses, Félix Tshisekedi a un profil comme président de la République. Vrai. Louis-France Kouzekissa face à la caméra. Vrai ou faux, au que président Félix Tshisekedi sommet la francophonie au Akendaki et Zaki Nango promenade technique. Promenade touristique. Touristique plutôt. Vrai. Louis-France Kouzekissa face à la caméra. Au Kyotangi la biso, 3 personnalités politiques. Il y a Moga Oyo, selon Louis-France, c'est un leader, un vrai leader dans le vrai sens. Leader. Joseph Kabila est leader.
Tangiga 3 hommes va souffrir. Martin Fayol est leader. Pascal Niemboza leader. Lui France Kozeki ça face à la caméra. Vrai ou faux, au lobby Félix Tshisekedi na sommet il s'est comporté comme un militant. Il y a francophonie. Il y a parti politique, vrai. Faut que ça là. Militant parti politique. Lui France Kozeki ça face à la caméra. Vrai ou faux lobby par rapport à la légitimité internationale, le Congo a un problème, il y a moralité politique. Vrai. Lui France Kozeki ça face à la caméra. Vrai ou faux, au Yebi Biso Ake, ba collaborateur, il y a président Tshisekedi, bazaba ignorant. Vrai. Lui France Kozeki ça face à la caméra. Et l'ambition, il est singate. Tozali. Vrai ou faux? On est à Kodia. Vrai ou faux, au Yebi Biso que président Tshisekedi, il a fait un discours étouffé dans le sommet à francophonie. Au préalable, vrai. Lui France Kozeki ça face à la caméra. Lelo Oyo, c'est qui Sengio au nom de l'intérêt général. Lui France, président Tshisekedi Bengio, OPC conseil, ça veut dire pour ne permettre au pays à faire face à l'agression rwandaise. Lui France reconnaît au Kété. Kouene wapi. Ko aider président Tshisekedi. Wapi nzela ngweza kabapo ba ndawa aider. Asa président no Abengisho par exemple le niveau présidence, dans un poste ba conseil à lui France plutôt. Lui France reconnaît au Kété. Na monoko mboka na biso balobara. Wumba gimoshi kisala. Wumba mbe gimoshi kisala. Ça fait quand on te dit jette, ne dis pas qu'il reste un. Lui France. Je ne suis pas chercheur d'emploi. J'ai déjà un emploi ici à Semel, ça me suffit. Lui France, Kozeki ça face à la caméra. Vrai ou faux, que tout ça face à un régime de pervers. Vrai. Et monsieur, c'est le Gumba. Merci.